Alors bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session organisée dans le cadre de la série de webinaires du PEPR VDBI. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le centre opérationnel MESAP, méthode d'évaluation des scénarios d'action publique. Et au cours de cette heure, on aura Guillaume Pouyanne, responsable scientifique et technique du centre opérationnel, et Jonathan Coulet, directeur de Visée Sud-Ouest, qui vont nous présenter leurs travaux et leurs retours d'expérience sur les méthodes d'évaluation des politiques publiques de transition écologique. Donc je les remercie pour leur présence aujourd'hui et je cède sans plus attendre la parole à Guillaume Pouyanne. Merci Gabriel. Est-ce qu'on peut lancer le PowerPoint? C'est bon, Guillaume, on retourne partage. C'est bon pour tout le monde? Ouais, Ok, merci. merci. Bonjour à toutes et tous. Merci de participer à ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à l'évaluation des politiques publiques. Alors on l'a intitulé de la théorie à la pratique puisqu'on va faire avec Monsieur Coulet une présentation à deux voix. Moi, je vais plutôt parler de théorie, disons, et puis Monsieur Coulet sera plus dans la pratique de l'évaluation. Quelques mots donc d'abord sur le centre opérationnel MESAP, méthode d'évaluation et stratégie de l'action publique. Donc c'est un projet ciblé du PEPR VDBI. On est une équipe de quatre. Donc, à part moi qui suis le responsable, il y a Laetitia Patier, qui est la chef de projet, qui participe au webinaire là, en ce moment. Je vois son nom. Océane Lecomte, notre assistante de communication, et puis Lauriane Bellois, qui est postdoc et qui travaille donc justement sur ces questions d'évaluation des politiques publiques, notamment les questions de location courte durée et son impact sur le marché du logement. Alors, qu'est-ce que c'est l'évaluation des politiques publiques? Peut-être un petit moment de cadrage. Alors, la définition officielle, c'est qu'on peut trouver sur les sites gouvernementaux, c'est par exemple mesurer les effets d'une politique afin d'éclairer la décision. Donc, il s'agit de regarder donc une politique publique, mesurer ses effets. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et puis, bah, théoriquement, ça doit permettre d'éclairer la décision, c'est-à-dire que c'est essentiellement à destination des élus. Là aussi, on verra que l'éclairage de la décision n'est pas toujours aussi simple que ça. Alors, la question principale de l'évaluation des politiques publiques, c'est la correspondance entre les moyens et les objectifs. Hein, on a des objectifs de politique publique, et puis on va mettre en place des moyens. Donc politique ou programme, on verra la différence tout à l'heure. Alors je vous donne un exemple qui a pas mal agité l'actualité ces derniers temps, c'est l'encadrement des loyers, puisque il y a un rapport très très attendu qui est sorti par deux économistes, Guillaume Chapelle et Gabriel Fac, qui vient de sortir il y a quelques jours sur l'évaluation du dispositif d'encadrement des loyers dans les métropoles. Alors là, c'est une évaluation qui est très robuste scientifiquement et qui pourtant a créé beaucoup de débats, beaucoup de controverses dans le débat public, tout simplement parce que c'est une politique qui a ce qu'on appelle des side effects, c'est-à-dire des effets de bord ou des effets inattendus, disons. L'encadrement des loyers vise à diminuer le niveau des loyers, ça c'est un objectif qu'elle a atteint. Mais il y a aussi donc des effets qu'on attendait plus ou moins, c'est-à-dire un petit peu moins d'investissement dans le logement, par exemple, puisque la rentabilité diminue. Voilà, donc parfois on a un objectif et puis on s'aperçoit qu'on va avoir des choses un peu plus ou moins inattendues qui se produisent. Donc c'est pour ça que l'évaluation des politiques est importante. Alors moi, je suis économiste, donc je vais raisonner en termes de valeur. Il s'agit d'apprécier la valeur qui est apportée par une politique publique. Et ce qui est important, c'est que c'est au nom de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il faut dépasser les points de vue sectoriels. Euh, les points de vue sectoriels, ça veut dire tout simplement qu'une politique publique va avoir des effets plutôt positifs sur une catégorie de population, plutôt négatifs sur une autre. Quand on voit l'encadrement des loyers, pour reprendre cet exemple, euh, en gros, les locataires sont plutôt satisfaits puisqu'ils voient leur loyer diminuer. Par contre, les propriétaires, ou plus précisément les bailleurs,
vont être un petit peu moins satisfaits puisque ils voient la rentabilité de leur investissement diminuer. Donc l'idée, c'est vraiment que ici, il faut se concentrer hein, sur l'intérêt général et dépasser les intérêts sectoriels. Alors apprécier les valeurs au sens propre, c'est-à-dire véritablement la valeur qui a pu être créée par cette politique. Je vous prends un exemple, hein, je vais essayer de prendre des exemples liés à la transition écologique dans les villes, bien sûr. L'exemple des micro-forêts. On s'est demandé si l'installation de micro-forêts dans certains quartiers urbains permettait de valoriser les biens immobiliers alentours. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas, tout simplement parce que l'effet est trop faible pour être détecté dans les chiffres. Par contre, du point de vue symbolique, hein, une micro-forêt, ça peut être un élément important du point de vue du bien-être des habitants, par exemple. Donc c'est une valeur au sens ici qui est symbolique et donc qui va servir à légitimer, hein, c'est un objectif de légitimation de la politique publique. Et puis parfois, certaines politiques publiques vont détruire de la valeur, mais ça c'est évidemment volontaire. Je reprends l'exemple de l'encadrement des loyers encore. Eh bien, l'encadrement des loyers détruit de la valeur immobilière a priori, puisque en baissant le loyer, on baisse aussi les prix immobiliers. Mais là, évidemment, c'est au nom de l'intérêt général, donc c'est pas forcément un problème. Alors la recherche évaluative, elle est en plein développement en France, notamment parce que les politiques publiques se basent de plus en plus sur des expérimentations, c'est-à-dire on va chercher à on va chercher à légitimer une politique sur un territoire précis et puis ensuite l'étendre à davantage à une plus grande échelle. Et dans ce cadre, ben, le chercheur est peut-être un évaluateur idéal. Alors peut-être Jonathan sera pas d'accord avec moi, mais évaluateur idéal, alors entre guillemets, hein, puisque c'est le chercheur va être quelqu'un d'extérieur, d'indépendant, de compétent a priori. Le problème, c'est que le chercheur est un peu lent et que bien souvent, ben, on a besoin de résultats assez rapides. Et pour ça, la recherche doit peut-être revoir un petit peu ces processus. Alors, trois types d'évaluation exemptées avant la politique. Donc là, on va plutôt être sur des logiques de modélisation. On va chercher à savoir quel est l'impact de telle politique, mais c'est plutôt du type prospective, hein. Les évaluations in c'est-à-dire chemin faisant, et puis les évaluations ex post, c'est celles qui sont les plus faciles a priori, puisque on peut déjà détecter des résultats, et c'est celles sur lesquelles je vais me concentrer. Alors, différents critères pour l'évaluation des politiques. Vous voyez, il y en a quatre: pertinence, cohérence, efficacité, efficience. La pertinence, c'est l'idée que les moyens mis en œuvre sont en adéquation avec le problème posé. Mais là, bah, c'est là qu'on va retrouver notre problème des side effects, hein, c'est-à-dire les effets inattendus. La question de la cohérence, bien sûr, cohérence des actions entre elles, et là, il faut différencier la politique, qui est quelque chose d'assez large, et puis les programmes, qui peuvent être, en fait, une politique peut comporter plusieurs programmes. Là-dessus, sur les questions de cohérence, ben, on a un mouvement assez large ces derniers temps hein, dans les villes, puisqu'on a un débat sans cesse renouvelé entre un objectif d'attractivité pour les villes et puis une logique d'habitabilité. Donc les deux, a priori, s'opposent, hein. L'attractivité, notamment économique ou résidentielle, va créer des effets de congestion, par exemple sur les routes, sur les marchés immobiliers. Euh, et évidemment des problèmes de pollution, d'atteinte à l'environnement. Et donc, depuis quelques années, je dirais depuis la crise du Covid, on a de plus en plus des logiques d'habitabilité, donc rendre le territoire urbain habitable, agréable, qui apporte du bien-être aux gens et pas forcément de l'activité économique. Le troisième critère, c'est l'efficacité. Alors là, c'est assez simple. Est-ce que les résultats sont conformes aux objectifs qu'on s'était fixés? Et puis, il faut la différencier de l'efficience, qui est une évaluation purement monétaire. Est-ce que les résultats sont conformes aux dépenses engagées? Est-ce qu'ils sont
Est-ce que finalement la dépense n'a pas été trop importante pour des résultats assez faibles, ce qui est parfois le cas. Alors en France, on a une institution qui est chargée de faire ce genre de choses, c'est la Cour des comptes, qui va se charger essentiellement de l'efficience, c'est-à-dire une mesure essentiellement monétaire des effets et des moyens mis en œuvre, et puis surtout le contrôle, c'est-à-dire est-ce que la politique est conforme avec les textes de loi. Alors, quatre phases pour l'évaluation. D'abord, construire un référentiel. Quels sont les objectifs que l'on se fixe, et décliner finalement les différents objectifs, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Reprenons encore l'encadrement des loyers. Bon, après, je vais varier mes exemples, hein, rassurez-vous. L'encadrement des loyers, quels étaient l'objectif? Ben, ça peut être diminuer le niveau des loyers. Ça, c'était peut-être l'objectif principal. Mais en fait, ça répond à d'autres objectifs, c'est-à-dire pouvoir loger certaines catégories de population dans les zones centrales de la ville. Les étudiants, les classes populaires, voire les classes moyennes dans le cas de Paris. Donc évidemment, on va pas regarder les mêmes choses selon l'objectif qu'on se fixe. La deuxième phase, ça va être le recueil des données, hein. On va souvent faire des enquêtes spécifiques pour évaluer une politique. On peut aussi utiliser des données en accès libre ou en accès payant éventuellement. Mais en tout cas, recueillir les données pour évidemment mesurer, hein, si on a atteint les objectifs. La troisième phase, c'est les conclusions. Et là, attention, puisque l'éclairage est toujours partiel, on a toujours, euh, c'est un éclairage sur une politique. On ne prétend pas à l'exhaustivité, on ne prétend pas à la vérité ultime, évidemment, notamment parce que les données sont pas toujours parfaites. Euh, et finalement, ces conclusions vont être souvent sujettes à interprétation, ce qui peut éventuellement poser problème. Et puis enfin, la quatrième phase, c'est les recommandations. Peut-on faire mieux et comment? Et là encore, tout comme la première étape, ça se passe ça doit se construire, ça doit se co-construire finalement avec la collectivité locale, puisque souvent le chercheur est un peu extérieur, il sait pas toujours comment fonctionne concrètement une collectivité locale, donc il faut qu'il puisse donner des recommandations qui soient vraiment qu'on puisse mettre en œuvre. Et enfin, je termine par une évidence, c'est la dimension politique de l'évaluation. Une évaluation est forcément politique, c'est quelque part un jugement de valeur, une prise de position, même si on essaie d'être le plus objectif possible. Et donc, on a forcément une dimension politique, hein, confère tous les débats en ce moment sur l'encadrement des loyers. Alors, je vais vous présenter deux grandes méthodes, les deux grandes méthodes qu'on utilise en recherche. Une méthode peut-être un petit peu plus basée sur les chiffres et ensuite une méthode un petit peu plus qualitative. Alors, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Et notre grand problème, c'est le problème de la causalité, hein. Est-ce que les résultats qu'on obtient, est-ce que les chiffres que l'on arrive à mesurer, est-ce qu'ils sont vraiment imputables à la politique mise en place ou est-ce qu'ils sont imputables à d'autres choses, à des facteurs qu'on n'arriverait pas à contrôler? Donc l'enjeu ici, c'est isoler l'effet propre de la politique. Arriver à dire que, ben voilà, après la mise en place de cette politique, on a eu une amélioration de tel indicateur, une baisse du taux de chômage, etc. Alors pour ça, on a une méthode hein, qui a beaucoup de succès en ce moment. C'est la méthode qui s'appelle les quasi-expériences naturelles ou les expériences naturelles. C'est inspiré des études de médecine quand on met en place un nouveau médicament. Ici, c'est un petit peu pareil. On va comparer deux groupes, deux populations. Le groupe témoin qui a, je dirais, subi la politique ou qui a profité de la politique, c'est selon. Et puis un groupe test qui, lui, a été extérieur à la politique. Donc, par exemple, une politique mise en place dans une ville, on va essayer de comparer avec une ville à peu près comparable. Et évidemment, le principe, c'est de la comparaison avant, après la mise en place de la politique. On mesure, on fait des mesures avant, on fait des mesures après, et puis normalement, on doit être capable de déterminer que
tel indicateur s'est amélioré grâce à la politique. Donc on arrive à mettre en place, on arrive à révéler, je dirais, des liens de causalité. Quelques précautions méthodologiques pour mettre en place cette méthode qui est un petit peu, justement, ces précautions font que parfois, bah, c'est pas possible. D'abord, les deux groupes doivent être très comparables. On dit qu'ils doivent être appariés, c'est-à-dire que, en gros, on doit avoir la même proportion de riches et de pauvres, de jeunes et de vieux, etc. Donc, on doit avoir des populations à peu près comparables, ce qui n'est pas toujours facile. Ensuite, les deux groupes doivent avoir ce qu'on appelle un common trend, c'est-à-dire une tendance qui est la même avant la mise en place de la politique, et après, on va voir si justement la tendance est différente. Et puis, d'un point de vue spatial, il ne doit pas y avoir d'effet de débordement, ce qu'on appelle en anglais les spillover. C'est-à-dire, si la mise en place d'une politique se fait sur une commune, ben, il faut regarder les communes qui sont alentours au cas où ben, il y aurait des effets de débordement de cette politique sur les communes à côté. Alors, d'un point de vue technique, deux méthodes, hein, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, ce qu'on appelle les doubles différences ou les diff in diff. Et puis les régressions sur discontinuité, je vais vous en donner deux exemples très célèbres par la suite. Alors un exemple hein, exemple de politique récente qu'on pourrait traiter avec les méthodes expérimentales, on peut penser à la rénovation énergétique des logements par exemple, avec la prime MaRénov', qui est notamment mise en place par les collectivités locales. Donc là, il s'agit de subventionner la rénovation énergétique des logements. Donc, on va pouvoir comparer avant et après, hein, le rythme de rénovation des logements avant la mise en place de cette prime et puis après. Et puis, si le rythme augmente après la mise en place, bah, c'est que, a priori, c'est efficace. Alors, deux exemples très célèbres, les doubles différences. Donc, ça, c'est un article célèbre de Abadi et autres en 2008, ils ont analysé ce qu'on appelle la proposition 99 en Californie, qui consistait à taxer très fortement le tabac, restreindre la vente, etc. Donc c'était une politique anti-tabac. Et vous voyez que ben ils ont pris deux groupes, la Californie et puis des États comparables, donc ce qu'ils appellent Synthetic California, donc des États pour pouvoir avoir des populations comparables. Et puis vous voyez qu'après la mise en place de la politique, ben, la consommation de tabac a diminué drastiquement en Californie, beaucoup plus en tout cas que dans les États comparables. Donc là, on peut conclure évidemment à l'efficacité de cette politique. Et Abadi et Al ont même estimé que ça avait permis une économie de 86 milliards de dollars de frais de santé, ce qui n'est pas négligeable. Deuxième exemple, c'est la régression par discontinuité. Donc là, vous voyez qu'on pratique sur ce graphique, hein, on voit bien qu'on a deux régressions différentes. Ça aussi, c'est un article très célèbre de La Ville en 2008, qui a profité de la mise en place d'une nouvelle disposition sur le chômage en Autriche, où ils ont décidé d'allonger la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 50 ans. Donc évidemment, ça a un rôle désincitatif sur le retour à l'emploi des plus de 50 ans, puisque ils voient leur durée d'indemnisation rallongée. Donc ils ont testé cette hypothèse et ils s'aperçoivent qu'effectivement, là c'est vraiment très très clair sur le graphique, hein, quand on a plus de 50 ans, effectivement, on reste beaucoup plus longtemps au chômage que quand on a moins de 50 ans. La deuxième approche, c'est l'approche monographique. Donc là, on va pas trop se concentrer sur les chiffres, on va plutôt mener une enquête plus qualitative pour savoir si la politique a pu se mettre en place, comment elle s'est mise en place, etc. Donc c'est vraiment une approche assez différente, mais plutôt complémentaire de la précédente. D'abord parce que toute politique publique, bien sûr, elle est mise en œuvre par des services, et donc elle suppose qu'elle soit appropriée par les agents. Et donc on va vérifier hein, de quelle manière les agents chargés de la mise en œuvre de la politique ont pu s'approprier à la fois les objectifs et les moyens de cette politique. Donc ils doivent être capables de connaître, comprendre et éventuellement avoir peut-être une approche critique hein, de la politique. Bon, il ne faut pas que ce soit trop critique, mais en tout cas un aspect critique.
Tout simplement parce que les acteurs chargés de la mise en place ont une certaine marge de manœuvre. Quand on décide d'une politique en haut, peu à peu, ça descend dans les services et puis la marge de manœuvre augmente hein, une fois qu'on est dans la maison. Donc il s'agit d'enquêter ici, enquêter sur la perception, sur l'appropriation de cette politique, et peut-être le décalage entre l'approche un peu théorique qu'on avait quand on l'a décidé et puis la mise en œuvre pratique, hein, puisqu'il y a souvent un décalage important. Et puis regarder aussi quelles relations entre acteurs. On sait que parfois il y a des institutions dont les services sont en concurrence. Si je vous prends un exemple, hein, nous à Bordeaux, on a une politique, enfin, on avait une politique qui s'appelle 1 million d'arbres. Donc il s'agissait de végétaliser pour végétaliser la ville, il s'agissait d'avoir l'objectif de planter 1 million d'arbres. Euh, alors vous allez me dire, planter des arbres, rien de plus simple finalement, hein, on fait un trou, on met un arbre, ok. Mais finalement, plus on descend dans la mise en œuvre, plus on s'aperçoit que c'est compliqué. Par exemple, les pompiers. Alors les pompiers, ils ont besoin d'accès, ils ont besoin de pouvoir mettre leur échelle sur les bâtiments pour aller éteindre les incendies. Donc les arbres, ça les gêne. Alors bon, il faut consulter avec les pompiers. Et puis sous les trottoirs, on a des réseaux. Souvent, on n'a pas vraiment de carte très précise de ces réseaux, donc ça peut être un petit peu au bonheur la chance. Euh, je creuse un arbre et puis je creuse un trou et puis je m'aperçois que je peux plus planter mon arbre parce que il y a les réseaux qui passent par là, etc., etc. Donc vous voyez que finalement une politique qui a un objectif assez simple comme ça peut s'avérer assez délicate dans la mise en œuvre. Alors il s'agit donc cette approche monographique, c'est ce qu'on appelle des études de cas, hein, où on va chercher à aller vraiment très profondément dans la mise en œuvre d'une politique publique. Et puis chercher à déterminer les chaînes causales. Pourquoi est-ce que on a finalement changé, modifié un petit peu les objectifs, ou pourquoi on a utilisé tel moyen plutôt que tel autre. Et tout ça doit se faire dans ce qu'on appelle l'approche holistique, c'est-à-dire l'observation d'un phénomène dans toute sa réalité, toute sa complexité. Alors, elle a des avantages, cette méthode. Elle permet de décrire des mécanismes et des complexités qui parfois échappent à l'approche chiffrée. Hein, on l'a vu avec les exemples tout à l'heure, très bien. On taxe le tabac, les gens consomment moins de tabac, mais finalement, on s'est pas trop intéressé au reste. Euh, Est-ce que leur addiction a changé, etc. Bon, ça, on ne sait pas très bien. Donc, il faut vraiment appréhender la réalité dans toute sa complexité. Ça met aussi en évidence la place des acteurs, de leur représentation, la façon dont ils s'approprient et dont ils mettent en place concrètement la politique. Et puis évidemment, c'est une méthode complémentaire qui vient éclairer l'approche quantitative. Malheureusement, elle a des limites, notamment en termes de généralisation, hein. On ne peut pas généraliser à partir d'une étude de cas, évidemment. Et puis, il y a tous les biais liés à l'analyse quantitative, le biais d'empathie, le biais de confirmation, tout cela qui sont des choses assez connues. Alors finalement, quelle bonne pratique pour l'évaluation de la politique publique? Alors je prétends pas évidemment construire un manuel des bonnes pratiques, mais peut-être quelques points qui me paraissent importants. D'abord, l'idée de la complémentarité entre l'approche quantitative et qualitative. L'approche quantitative est très robuste, mais parfois elle laisse échapper certains aspects de la réalité que l'approche qualitative va venir éclairer. Le deuxième point, c'est la nécessité de travailler toujours en collaboration très étroite avec les collectivités locales, co-construire, euh, avoir une bonne appréhension des objectifs de la politique, des indicateurs à mettre en place, et puis sur la phase recommandation, évidemment, hein. Donc tout au long du projet d'évaluation, l'évaluateur doit forcément être en contact très étroit avec les collectivités locales. Troisième point, alors ça c'est quelque chose qui se développe depuis quelques années, c'est la participation des citoyens à la démarche. Avant, la démarche d'évaluation était un petit peu, je dirais, bon, hors sol. Elle se faisait entre l'évaluateur et celui qui met en place la politique. Aujourd'hui, de plus en plus, hein, on cherche
à intégrer les citoyens à la démarche d'évaluation, avec évidemment des avantages et des inconvénients. Euh, L'enjeu de la mesure et de la monétarisation des effets d'une politique, hein, plus on va aller dans le détail, plus c'est compliqué d'avoir une approche quantitative. Je vous ai donné l'exemple des micro-forêts tout à l'heure. On a aussi l'exemple de la végétalisation des cours d'école, avec un chercheur qui s'appelle Sylvain Charéron, qui a essayé de savoir si, quand on végétalisait des cours d'école, ça pouvait augmenter la valeur des biens immobiliers autour de l'école. Alors, il trouve un effet assez faible, mais finalement, est-ce que c'est la bonne mesure, hein? Et finalement, végétaliser une cour d'école, c'est plus de bien-être peut-être pour les enfants, peut-être aussi une cour d'école qui va être plus partagée, hein, entre filles et garçons, et ça, bah, ça échappe bien sûr à cette mesure. Et puis, puisqu'on parle de mesure, c'est bien sûr le danger du chiffre, hein. Le chiffre n'est jamais neutre, comme vous le savez. Il y a donc forcément des enjeux liés à la manipulation des chiffres, la manipulation des résultats, et puis l'idée qui est développée par le juriste Alain Supiot depuis une quinzaine d'années, de cette gouvernance par les nombres, c'est-à-dire que on va se fixer des objectifs de politique uniquement quantitatifs parce que c'est facile à mesurer, c'est facile à évaluer. On voit bien quelle est la différence d'un taux de croissance, hein, c'est très facile à voir, mais finalement, hein, le nombre n'est pas tout. Et il y a beaucoup de choses qui sont incommensurables et qui doivent être aussi quand même faire partie hein, de l'évaluation d'une politique publique. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Jonathan. Merci Guillaume. On laisse un temps de questions maintenant ou après? Ou d'échange? Non, j'attaque. On pourra prendre toutes les questions à l'issue des présentations, comme ça, on groupe les questions à la fin du webinaire, si ça vous Ok, convient. ça marche. Je vais vous partager mon écran. Ok. Et ben, bonjour à tous. Pour une rapide présentation, moi je suis Jonathan Coulet, je suis urbaniste de formation j'explore les différents sujets de transition écologique depuis une quinzaine d'années au sein de la structure Visea. Donc, je suis directeur général de Visea Sud-Ouest. On a un atelier d'ingénierie durable pour la transition. On est installé sur l'ensemble du territoire national et moi particulièrement sur l'ensemble du Sud-Ouest. Je passe assez rapidement, mais pour que vous compreniez aussi le retour d'expérience opérationnelle que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. On peut intervenir à différentes échelles, donc à l'échelle bâtimentaire, vraiment en ingénierie environnementale thermique, à l'échelle de projets urbains et de secteurs, voire même de villes. Et on travaille également sur les politiques publiques liées à la transition, sujet sur lequel on va s'arrêter principalement aujourd'hui, notamment sur le volet évaluation. Et on accompagne également les établissements, organisations, entreprises dans la démarche de transition. Euh, donc le sujet qu'on m'a proposé, c'était de pouvoir donner un regard plus opérationnel, un regard terrain surtout sur l'évaluation des politiques publiques liées à la transition. Donc dans une quinzaine de minutes, je vous propose d'aborder trois exemples. En introduction, on peut dire que la politique de transition les politiques de transition se généralisent aujourd'hui dans de nombreux champs, que ce soit thématique ou dans une approche plus systémique comme peut l'être le PCAET. Il y a un constat également qui s'impose où l'évaluation est désormais présente dans presque toute démarche stratégique. Ce n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine d'années, par exemple. Donc c'est une bonne chose. Après, on va voir
quels sont les écueils qu'on peut rencontrer et quelles sont les perspectives pour la suite. Ça va aussi répondre un peu à la présentation de Guillaume sur plusieurs points. Donc en effet, elle n'intervient pas l'évaluation n'intervient pas forcément on va le voir, pour les mêmes raisons ou avec le même effet sur le projet. Donc les trois projets que je vous propose de parcourir très rapidement, c'est le plan de mobilité simplifié de l'agglomération de Royan qu'on a réalisé l'année dernière, un PLUIH de la communauté de communes Vallée du Haut-Anjou qui est en cours de réalisation et un PCAET de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, donc Albi, qui a été réalisé il y a quelques années et sur lequel on s'est attardé sur une évaluation réglementaire, donc une évaluation à mi-parcours. Je vous ai mis sur la droite différentes questions qu'on va sans doute explorer à travers ces exemples. Donc, quels sont les dispositifs de suivi qui ont été mis en œuvre, qui existent, quels sont les indicateurs qui ont été mobilisés. On va questionner un petit peu aussi les méthodes employées, peut-être de façon moins structurée, moins théorique que l'évoquait Guillaume, mais c'est intéressant de voir comment la sphère de recherche peut servir l'opérationnel et comment l'opérationnel se l'approprie également. Quelle est la gouvernance mise en place dans ces démarches? Et est-ce qu'on se rend compte que l'évaluation a le réel impact visé ou non, et selon les contextes? Donc si on attaque sur le plan de mobilité de l'agglomération de Royan, il y avait une demande d'évaluer le précédent document stratégique. Donc à l'époque, c'était un plan de déplacement urbain. C'était on va dire la première mission, la première étape qu'on nous demandait de réaliser. C'est pas tout le temps le cas, donc il faut le souligner déjà que bah, cette agglomération avait pris en compte de repartir des résultats du plan de déplacement était assez intéressant. Par contre, dans leur demande, il n'y avait aucune méthodologie imposée, pas forcément de, de demande, est-ce que c'est qualitatif, quantitatif, sur quel document on allait pouvoir s'appuyer. Donc il y avait un peu ce flou sur cette démarche et qui a rendu un peu plus complexe sa réalisation. Mais nous, ce qu'on a proposé, c'était de s'appuyer sur trois outils qu'on peut apparenter à de l'évaluation. C'était déjà exploiter à minima des moyens quantitatifs et qualitatifs. Donc on s'est appuyé sur l'évaluation des impacts à travers l'enquête domicile-travail, donc entre la réalisation du précédent document et l'engagement de ce travail, il y avait eu une enquête domicile-travail, donc sur lequel on a pu voir l'évolution des usages, l'évolution des parts modales. On se confronte à la limite qu'évoquait Guillaume entre le principe, est-ce que c'est les politiques menées à l'échelle locale qui ont eu un impact ou est-ce que c'est des effets extérieurs à cette politique locale qui a eu un impact? Donc cet élément ajoute un biais dans la lecture évaluative. On avait réalisé des entretiens avec les acteurs du territoire. Donc là, ça avait été des entretiens individuels, puis des ateliers. Vous avez une illustration à droite, un peu du compte-rendu de l'atelier. C'était de mettre en évidence qu'est-ce qui avait évolué sur le territoire, comment les différentes politiques ou les différents objectifs avaient été appropriés par déjà les services de la communauté d'agglo, mais aussi les acteurs économiques du territoire. Et ensuite, on a eu une analyse bibliographique à travers les quelques indicateurs qui avaient été précisés, identifiés dans le plan de mobilité euh, initial. Donc rapidement, je vous ai parlé de quelques interrogations, quelques écueils qu'on avait pu rencontrer sur cette évaluation. Mais je vous en partage d'autres. Il y avait également dans le premier document beaucoup d'actions qui multipliaient un nombre d'indicateurs
et en face de ce nombre d'indicateurs n'avait pas été clairement euh, positionné des moyens pour y répondre. Il n'y avait pas non plus de méthodologie de reporting de ces indicateurs-là. Donc finalement, on ne savait pas qui devait piloter, que ce soit l'information qualitative ou quantitative. Donc on se retrouve, je crois que c'était 6 ans après, avec une impossibilité parfois de recoller, de répondre à l'indicateur initial. Donc ça, c'est souvent le cas sur des documents qui ont 3, 5 ans, que ce soit en mobilité, mais on va le voir également sur d'autres thématiques. Et il y avait également un autre point, il y avait beaucoup d'actions qui étaient non tributaires du porteur du document, donc qui n'étaient pas du tout tributaires de la communauté d'agglo. Donc finalement, les services se retrouvaient un peu sans moyens pour activer ces différentes actions et peut-être la transmission, la sensibilisation de ce document n'avait pas été fait tout au long de sa vie opérationnelle. Et on se rendait compte que ben voilà, il y avait toutes les actions qui n'étaient pas portées par la communauté d'agglo, euh, presque toutes les actions n'ont pas été mises en place. Donc l'évaluation a permis de prendre conscience que euh, nous, on le savait initialement en voyant un peu le rapport initial et le retour d'expérience, mais de prendre conscience aux élus que ben, un document où on ne mettait pas les moyens face aux différentes actions, objectifs, où on précisait pas les indicateurs, on précisait pas la méthodologie de reporting, c'était un document qui ne permettait pas de faire une évaluation de la politique thématique de mobilité durable qui est essentielle dans la transition. Donc là, c'est une illustration de ce que ça a apporté aussi. Ça nous a permis de travailler avec les élus, les services, des différents indicateurs à mettre en place dans le suivi. Bon, là, c'est la représentation graphique, mais derrière, il y a toute une méthodologie de quelques indicateurs avec la méthode de reporting qui a été définie durant la construction du plan de mobilité simplifié. Donc on s'est concentré à avoir moins d'indicateurs, de vérifier qui sera pilote derrière, est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place, comment les suivre, quels sont les jalons. Donc voilà, c'est des éléments qui permettent, on se rend compte, de limiter la difficulté d'évaluer une politique publique de transition. Autre point sur cette opération, donc on a diversifié un peu les indicateurs, d'avoir des indicateurs de moyens, mais également de résultats et des indicateurs d'impact. C'est aussi peut-être très spécifique aux politiques de transition, mais de pouvoir quantifier l'impact que telle ou telle politique peut avoir sur le climat, sur deux volets principalement, l'atténuation et l'adaptation. Donc là, sur la politique de mobilité, sachant que la consommation des énergies fossiles est encore très très importante sur le secteur transport, on a proposé de suivre et de traduire un indicateur d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre de, de l'agglomération. Le deuxième exemple que je prends, c'est sur le PLUIH de la communauté de communes Vallée du Haut-Anjou. Donc là, je vous propose d'avoir une toute autre lecture. C'est de se dire, à travers le diagnostic qu'on a pu réaliser, comment on a essayé de fiabiliser un indicateur qui était très important, un objectif qui était très important pour la communauté de communes, c'était de pouvoir suivre et évaluer l'impact que son PLUiH avait sur la préservation et le renforcement de la TVB, donc la trame verte et bleue du territoire. En général, dans cette partie de diagnostic, on va avoir une méthodologie très macro qui identifie les différents zonings de forte valeur écologique et de pouvoir s'appuyer sur quelques données, mais quelques données territoriales en complément, mais il n'y a pas
un travail plus précis qui permet de fiabiliser cet enjeu sur la biodiversité. Donc là, on a proposé à travers le diagnostic une méthode qui faciliterait l'évaluation a posteriori. Cette méthode, elle fonctionne par carroyage. Donc, on a identifié sur l'ensemble du territoire un carroyage assez fin. Donc, c'est un traitement cartographique qui permettait de prendre en compte différentes données sur l'enjeu de biodiversité et traduire in fine la trame verte et bleue et la suivre de façon assez précise cartographiquement. Donc ce travail-là, ça a permis bien sûr de l'intégrer dans le PADD, mais surtout de l'intégrer de façon beaucoup plus précise dans les EOAP, dans une EOAP thématique, puis dans les règlements. C'est ce que, si je peux faire le lien avec ce qu'évoquait Guillaume tout à l'heure, c'est la difficulté de suivre un objectif qui paraît simple en application, par exemple les 1 million d'arbres qu'évoquait Guillaume. Là, préserver, protéger la TVB, ça paraît d'être un engagement partagé par tout le monde et simple à suivre. En fait, on se rend compte qu'il y a un besoin de valider différents curseurs méthodologiques, puis de le rendre opposable à différents niveaux pour s'assurer sa mise en place et, in fine, aussi son évaluation. Se dire concrètement, on le verra par la suite, est-ce que cette méthodologie a permis d'apporter assez de précision au service instructeur, mais également par la suite aux différents services, notamment le service environnement de la communauté de communes, pour s'assurer que la TVB a bien été préservée et in fine aussi peut-être des indicateurs d'impact sur les différentes espèces en termes de biodiversité sur le territoire. Pour finir, une politique de transition qui a une vocation beaucoup plus systémique que les deux précédentes, c'est sur le PCET. Donc c'est une politique de transition qui intègre déjà dans son décret d'application une obligation de faire une évaluation à mi-parcours. Donc c'est des documents qui durent 6 ans, à mi-parcours à 3 ans. Il y a une évaluation sur la réalisation des actions, où en sont les actions qui ont été prises politiquement dans les PCAET, et également sur des indicateurs d'impact, donc sur l'évolution de la consommation énergétique du territoire, sur la production d'énergie renouvelable, sur l'évolution des gaz à effet de serre. Euh, et donc ça, c'est également fait en évaluation finale avant la mise à jour des documents. Donc, à l'échelle du territoire, on est déjà rentré un peu dans cette deuxième vague de PCAET. Donc, il y a pas mal de territoires qui ont déjà fait l'évaluation à mi-parcours, puis l'évaluation finale sur les différents indicateurs. Euh, Avant de vous présenter un exemple, on peut se rendre compte que une très très grande majorité des PCAET ont mis en évidence dans l'évaluation à mi-parcours que les territoires étaient très loin des objectifs euh, attendus et fixés par leur propre politique. Donc on peut garder ça un peu en tête pour nos échanges à la fin, mais ça, c'est une des premières fois où clairement les politiques sont mises en évidence, sont mises devant le fait qu'on ne va pas assez loin et assez vite dans la transition écologique sur notre territoire. Après, est-ce que ça a un impact réel politiquement? On l'a pas forcément vu lors des dernières municipales, mais voilà, c'est une des premières fois, nous, sur le terrain, où on se rend compte, on peut clairement dire à un élu, et j'ai eu l'exemple sur Toulouse, un élu mobilité sur un projet urbain qui souhaitait rétro-pédaler sur un engagement assez fort en termes de mobilité durable, en termes de gestion du stationnement. Je lui ai présenté ce que son même parti avait validé dans le PCET et le niveau d'avancement que présentait l'évaluation à mi-parcours. Donc ça permet aussi d'utiliser l'évaluation comme un outil pour peut-être accélérer la transition.
Sur l'évaluation à mi-parcours de la communauté d'agglo d'Albi, on a utilisé deux méthodes. Une un peu plus qualitative, ce que vous avez à gauche, on a pris action par action, euh, qu'est-ce qui a été mis en place, où en est la mise en place de ces actions, de venir préciser qui le pilote réellement par rapport à ce qui avait été prévu, quels sont les moyens qui sont mis en place, et ça nous permet aussi de mettre en place quels sont les points positifs, puis les points d'amélioration à viser, à mettre en place, parce que cette évaluation à mi-parcours a une visée aussi corrective, d'apporter des recommandations et des modifications, notamment dans son suivi. Donc, la plupart des actions, bien sûr, sont en cours. Il y a quelques actions qui n'avaient pas du tout été encore engagées, donc ça peut être aussi un déclencheur de politique publique et d'actions opérationnelles portées par les services de la communauté d'agglo. Et la plupart étaient en cours de réalisation, mais pas du tout au niveau atteint. Ça, c'est ce que vous avez sur la droite. Je ne vais pas commenter forcément les abscisses ordonnées, mais faites-moi confiance, c'est la traduction énergétique par secteur et la traduction des gaz à effet de serre par secteur. Euh, donc ça, c'est les schémas en haut et le schéma en dessous. Je pense qu'il est très parlant. Juste, je vous donne les codes couleurs. La, la- la droite orange, c'est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre sur la communauté d'agglo. Et la trajectoire descendante bleue, c'était normalement la trajectoire qui devait être suivie et qui traduisait les différentes actions prises dans le PCAET. Donc là, on se rend bien compte que grâce à un outil d'évaluation assez simple pour le coup, on se rend compte que les politiques de transition ne sont pas du tout au niveau nécessaire pour tenir les engagements nationaux. Donc, sur ces trois exemples, je vous propose d'avoir un constat, on va dire, de terrain, hein. Il y a pas une étude de recherche approfondie dessus. Là, je me suis mis sur un coin de table par rapport à la demande que Laetitia et Guillaume m'avait faite. On se rend compte qu'il y a la partie un peu immergée de l'iceberg où les évaluations sont de plus en plus demandées, voire obligatoires dans la réalisation des documents stratégiques liés à la transition écologique sur le territoire. Les différentes méthodes évoluent également euh, on se rend compte que c'est dans les politiques thématiques liées à la transition, mais également dans les politiques beaucoup plus transversales, holistiques. Donc c'est une bonne chose. Mais après, ça peut traduire aussi la partie qu'on ne perçoit pas forcément de l'extérieur, c'est que la partie évaluative, ça traduit également une volonté réelle d'évaluer, donc une volonté politique, parce que ça met face à des résultats atteints et souvent non atteints. Donc il y a un courage politique qui est forcément nécessaire et qui n'est pas tout le temps présent. Donc parfois sur le terrain, on va nous demander de pas forcément publier ou d'exploiter l'évaluation réalisée des anciens documents. Sauf quand il y a eu un changement politique, au contraire, là c'est surexposé afin des fins plutôt politiques. Donc il y a cet engagement et ce portage qui nous paraît essentiel pour la réussite des démarches évaluatives. On se rend compte qu'il y a une intensité assez variable selon les démarches. Euh, Là, je vous en ai présenté trois. On a trois intensités un peu variables où on n'a pas forcément à chaque fois des indicateurs quantitatifs, qualitatifs qui avaient été prévus initialement. Pas forcément les méthodologies de reporting de moyens qui sont mis en face. Euh, on se rend compte également, autre constat, je crois Guillaume, tu l'évoquais un petit peu, j'ai plus le terme que t'employais, mais c'est
l'impact de la politique d'à côté. En fait, parfois les évaluations vont être très sectorisées. Par exemple, le travail qu'on nous avait demandé sur le plan de mobilité, plan de déplacement précédent, c'est vraiment lié au transport, à la mobilité, alors qu'on sait que la mobilité a une influence directe de causalité avec l'urbanisme et inversement. Donc, il n'y avait aucun indicateur lié, par exemple, à l'étalement urbain, par rapport à d'autres problématiques aussi liées à la santé. Donc, on se rend compte que c'est souvent demandé de façon une évaluation très sectorisée. Euh, il y a également, euh, on se rend compte, un glissement petit à petit entre l'évaluation qui servait uniquement à est-ce qu'on a réalisé ou non l'action, plutôt, et il y a un glissement aujourd'hui sur une évaluation pour évaluer les réels impacts de la politique mise en place. Donc, on tend à avoir aussi une analyse un peu stratégique issue de ces temps d'évaluation, mais c'est pas systématique. Euh, voilà, c'est les principaux éléments que je voulais mettre en évidence. Peut-être un dernier qui se trouve pas sur la slide, mais c'est souvent il y a deux modèles. L'évaluation peut être faite en interne par les services, services techniques d'une collectivité. Donc, c'est plutôt une interrogation. Je ne sais pas si les services font appel, par exemple, au monde de la recherche pour appuyer leurs travaux ou non. Et quand ça se trouve dans des études en marché public ou de demande directe auprès de bureaux d'études, c'est souvent minimisé donc sur des périodes très très courtes. On sait que l'évaluation, elle peut être qualitative dès lors qu'on croise les différentes méthodes et qu'on prend entre guillemets un peu notre temps pour ne pas avoir une lecture trop zoomée. Ce temps-là, il est rarement donné dans la temporalité des missions qui traduisent les politiques de transition aujourd'hui. Donc en termes de bilan, premièrement sur le plan théorique et réglementaire, moi j'ai l'impression que l'évaluation est bien pensée comme un levier de pilotage et de plus en plus demandé. Dans la pratique, deuxièmement, dans la pratique, on se rend compte il y a vraiment, c'est beaucoup plus contrasté selon les thématiques comme j'ai pu vous le montrer. Et euh, troisièmement, il y a certains territoires un peu plus matures qui utilisent réellement l'évaluation comme outil de pilotage. On l'a pas forcément abordé, mais par exemple l'évaluation des budgets, donc l'évaluation financière de budget sous la notion budget vert, est assez intéressante parce on, on ne peut pas être plus transversal, je trouve, pour questionner la transition. Si je le caricature, est-ce qu'on investit en faveur de politiques qui vont dans le bon sens ou non? Ça permet, voilà, sur certains territoires de construire vraiment des budgets en faveur d'une transition. Après, est-ce qu'ils vont assez loin? Est-ce qu'ils le répartissent bien selon les thématiques, ainsi de suite? Il faut rentrer un peu plus dans l'analyse de ce dispositif, mais voilà, donc aujourd'hui, j'ai l'impression que l'évaluation tend à devenir un outil de pilotage, mais ça reste très hétérogène selon les politiques mises en place et selon les territoires. Et que ça traduit ce que représente un peu le schéma de gauche. Ça traduit avant tout, bah, c'est dépendant forcément de la volonté politique du territoire, les méthodes employées. Et je l'ai pas mentionné sur la slide, mais je vous l'ai dit à l'oral sur la temporalité laissée à l'évaluation, les moyens mis en place lors de la construction de la stratégie,
puis dans la mise en œuvre un peu de la politique sur le temps long et dans le moment vraiment évaluatif, et ensuite dans la réalisation in fine de l'évaluation. Euh, ah oui, je vous proposais quelques questionnements, mais c'est plutôt sur la partie d'échange. Euh, ça renvoie à ce que tu évoquais, Guillaume, sur comment on évalue les politiques de transition, étant donné qu'elles sont forcément systémiques dans, dans sa mise en œuvre et dans les résultats d'impact qu'on doit obtenir. Donc, est-ce que les politiques de transition doivent être évaluées comme voilà, des politiques de transformation systémique ou uniquement plan d'action par plan d'action thématique, comme c'est le cas à peu près aujourd'hui? Euh, voilà, je finirai là-dessus. Question assez théorique, mais qui nous interpelle, nous, sur le terrain, de par ben, les différentes compétences qu'on peut avoir, que ce soit en urbanisme, en mobilité, en biodiversité. C'est souvent cloisonné euh, en fonction du nouveau dispositif mis en place suite aux différentes lois énergie-climat qu'on a connues ces dernières années. Bien. Merci beaucoup pour vos présentations, qui étaient très intéressantes. On va peut-être laisser maintenant un petit temps d'échange. Et merci pour ces questions théoriques qui permettent un peu de lancer les échanges. Donc voilà, est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas, et de toute façon, Ah, Il y a une question dans le j'ai chat, peut-être une question. Dans le chat, oui. Emmanuel. Qui vous commande ces études, les DGS N-1 ou les élus? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, Monsieur Coulet. Plutôt pour Jonathan, je crois. Ouais. Ouais, j'ai pas entendu la question. Qui vous commande ces études, les DGS, UN-1 et les élus? Bah, sur les études que je vous ai présentées, c'est des obligations réglementaires Dans le PMS, c'est pas obligatoire parce que c'est une agglo de moins de 100 000 habitants, mais au-dessus de 100 000, c'est une obligation d'avoir un document stratégique qui structure la, la politique de mobilité. Donc, c'est un lien forcément direct et indirect sur les politiques de transition. Ce dispositif, il n'a pas été mis en place par beaucoup d'agglomérations en France ou de communautés de communes qui l'ont mis en place, mais voilà, c'est par marché public, donc c'est un choix politique d'élus qui ont demandé à leur service transport de mettre en place ce document stratégique et après l'intégration ou non de l'évaluation. Je pense qu'ils étaient sous-dimensionnés dans leurs équipes techniques pour le faire en interne, même si bah, l'évaluation, je trouve, elle est aussi pédagogique. C'est aussi un cheminement pour se rendre compte de qu'est-ce qui a été bien mis en place, quelles ont été les limites, qu'est-ce qui a pas fonctionné aussi. Donc là-dessus, après le PLUH, c'est obligatoire. Le PCAET, c'est également une démarche obligatoire à partir au-dessus de 20 000 habitants, il me semble. L'évaluation intermédiaire et finale sont des points d'étape obligatoires de ces dispositifs. Donc à chaque fois, bah, c'est décisionnaire, c'est les élus qui le votent en conseil municipal et après qui demandent à leur service technique de mettre en œuvre leur politique. Ok, merci. Je crois que on a une autre question. Guillaume, tu avais levé la main ou c'était pour voir Oui, les... j'avais peut-être une question pour lancer un petit peu le débat, puisque nous en économie, on est très attaché à la question des indicateurs, et c'était une question pour Jonathan, une double question, je dirais, sur ces questions d'indicateurs. Première question, qu'est-ce qui se passe quand
finalement les indicateurs qu'on utilise, ben, on pourrait en utiliser d'autres, par exemple. Alors, je prends l'exemple du plan de mobilité. On se concentre beaucoup sur l'impact sur les gaz à effet de serre. Mais finalement, cet impact sur les gaz à effet de serre, il va être impacté notamment par l'électrification du parc automobile, là, qui est en train de s'accélérer, notamment avec la crise pétrolière. Et ça pose d'autres problèmes. Effectivement, avec des voitures électriques, on baisse les émissions de gaz à effet de serre, mais ça pose d'autres problèmes, utilisation de métaux rares, surcharge sur le réseau électrique, plus de nucléaire, etc. Donc, ça c'est ma première question, comment est-ce qu'on fait pour mesurer ces effets qui sont peut-être pas forcément attendus au départ de la politique? Et puis ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe quand les indicateurs sont carrément impossibles à mesurer? Et là, cette fois, c'est plutôt l'exemple du PCAET et du bilan carbone des collectivités. Parfois, c'est tout simplement impossible de mesurer le bilan carbone lié, par exemple, à la consommation de biens et services. C'est très difficile pour la mobilité. Il faut avoir la chance d'avoir une enquête mobilité récente, etc. Voilà, donc soit indicateurs qui sont pas forcément les bons indicateurs, soit des indicateurs impossibles à mesurer. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ouais, tu cibles le PCAET, mais je pense que dans toute politique de transition, on aura toujours des indicateurs qui font une focale forcément sur les GES parce que c'est quand même un des principaux défis et on s'est engagé à travers les SNBC, les stratégies nationales euh, sur l'atténuation au changement climatique, à y répondre. Donc c'est un indicateur, moi je conçois comme incontournable, mais en effet, c'est pas celui-là qui va t'aider à structurer une politique de mobilité. Après, il y a quand même pas mal d'autres indicateurs de validation. Est-ce que les moyens sont mis en place pour accompagner la population à changer d'usage de mobilité? Aujourd'hui, de plus en plus, on- on sait quantifier le pourcentage de voiries adaptées pour les modes doux, par exemple sur l'aménagement cyclable, sachant que la loi l'homme normalement oblige que toute voirie où on intervient est 100% adaptée, donc avec une bande cyclable ou une piste. Donc c'est linéaire d'aménagement où ces réalisations sont des indicateurs intéressants. Je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le croisement de différentes méthodologies d'évaluation permet d'avoir un regard un peu plus fin, même si, par exemple, si tu fais une enquête, un questionnaire pour avoir le retour des usagers, bah, c'est très polarisé par les personnes qui ont l'habitude de répondre à ces enquêtes. Donc, ou fortement mobilisées, sensibilisées à la mobilité durable, donc tu as une surreprésentation de- d'utilisateurs, ou inversement un public plus en opposition. Donc il faut faire un peu attention à ces éléments-là. Il y a aussi les fréquentations sur les transports en commun. En fait, il y a beaucoup d'indicateurs selon les modes de transport pour aussi fiabiliser, de savoir est-ce qu'il y a une tendance à abandonner son véhicule individuel, même électrique, parce qu'il y a d'autres problématiques hein, en termes de coût de maintenance de la voirie. Si on a tout autant de voitures qui passent sur les voiries, bah ça, c'est toujours un coût pour les collectivités et on sait que les finances sont de plus en plus contraintes. Donc à un moment donné, il y a ces éléments-là aussi à évaluer dans l'exploitation. Et sur les PCAET, oui, en fait, on parle de BGES territoriaux. Donc, quand on sort un chiffre, on ne se rend pas compte le nombre d'hypothèses qui ont été prises en compte pour sortir ce chiffre-là. Et du coup, ça peut être problématique d'un point de vue scientifique sur est-ce que ce chiffre-là est bien précis à la tonne près, par exemple, de GES ou autre.
Moi, souvent, ce que j'évoque avec nos partenaires et maîtres d'ouvrage, c'est finalement, c'est pas le chiffre qui est le plus important de savoir si on est à 1,1 près de la vérité ou non, mais c'est les trajectoires qu'on suit et notamment sur les GES. Une méthode qui est un peu plus fiable scientifiquement, c'est d'évaluer les gains carbone, les gains évités qui permettent aussi de conscientiser les différents services, l'action que vous avez mis en place, ou ça, si vous le mettez en place, si par exemple l'ensemble de la flotte de véhicules de telle entreprise, si vous la passez en tout élec, dès maintenant, ça vous fait tel gain en termes de gaz à effet de serre, mais aussi gain économique, bien sûr. Je pense l'euro restera un des indicateurs très prégnants et que ce soit les collectivités, les entreprises. Et je ne sais pas si j'ai répondu à tes deux questions. Si, si, très bien. C'est ça. Ouais. On avait encore deux questions, il me semble. On a une question on avait je crois que Raphaël Dormois avait levé la main et on a une question dans le chat de Elsa Nedelec. Deux questions, du coup, de Oui, Elsa encore. oui, Allez-y. bonjour. Bonjour. Donc moi, je suis Raphaël Dormois, je travaille pour la commune de Rissorangis, c'est une commune dans le département de l'Essonne. On est aussi partenaire du programme Ville Garden, donc on accueille les chercheurs dans le cadre de l'évaluation de la biodiversité sur les espaces verts résidentiels. Merci beaucoup pour ce webinaire qui est très intéressant. Et effectivement, on a besoin d'évaluer les politiques publiques en lien avec la transition écologique. On a deux outils, nous, au niveau des communes, enfin, tels que je les identifie. Ça a été mentionné, il y a le budget vert, effectivement, et puis pour les communes qui veulent s'engager dans un référentiel, on a le référentiel de l'ADEME, qui est le référentiel territoire engagé, climat, air, énergie, ou climat, air, énergie et économie circulaire. Ça donne pas une évaluation quantitative, mais en tout cas systémique de la mise en œuvre de cette politique, et ça permet aussi de rendre des comptes auprès des parties prenantes. Il n'en reste pas moins que c'est un outil qui est relativement complexe à porter, surtout pour des communes. Mon retour, c'était juste une réflexion de ce que ça a suscité en moi, les choses qui ont été posées, notamment à travers l'évaluation économique des politiques publiques, notamment sur le prix du mètre carré, par exemple autour des aménités ou des équipements publics qui gagneraient en qualité de vie. Et la réflexion, elle est la suivante, c'est que souvent il est difficile de prendre en compte les externalités négatives sur un projet. Par exemple, dans le cadre de la loi climat et résilience, quand on décide, dans le cadre d'une ZAC, d'appliquer la séquence éviter, réduire, compenser, si on sort de l'enveloppe du foncier qui est multifonctionnel et qui aurait d'autres vertus que celle d'être artificialisé pour un projet de logement, le, l'élu prend aussi un risque politique à cet égard et c'est difficile de signifier le gain sur ce projet euh, pour les années à venir par rapport euh, au coût que représenterait la renaturation possiblement. Et sur, par exemple, une cour oasis ou le fait de revégétaliser l'espace public. On parle beaucoup de la question de l'adaptabilité des territoires avec des choses quand même assez effrayantes aujourd'hui avec des modèles à plus 4 degrés. Quel est le coût aussi du non-agir quand on décide finalement enfin, de ne pas prendre forcément en compte ces aspects-là. Et aujourd'hui, si effectivement on gagne un petit peu en valeur de qualité de perception, peut-être que d'ici 5, 10, 15 ans, il y aura une vraie distorsion en termes économiques. Et je me posais la question, dans le cas des évaluations publiques, comment on était en capacité aujourd'hui de prendre en compte ces éléments, surtout aussi pour outiller les élus
au niveau des communes qui s'engagent ou qui désirent s'engager, sachant que la commune, c'est un lieu effectif de la transition assez efficient, hein. On a la commune, on a l'agglo, on a le département, on a la région, mais la commune, c'est quand même le lieu des transitions. Dans le cadre d'un mandat, on peut faire beaucoup de choses. Et les élus ont souvent besoin aussi d'être outillés avec des indicateurs peut-être d'évaluation publique qui soient pas spécifiques à la commune en tant que telle, mais qui permettent aussi voilà, d'aiguiller. Voilà, c'était un retour et merci encore. Merci. Euh, il me semble qu'on Gabriel, a... tu veux qu'on réponde ou tu veux qu'on fasse un round de questions? Du coup, il y a les questions d'Elsa qui sont dans le chat. Je veux bien que je vais les lire. Quel levier pour favoriser une collecte collective participative de la part des parties prenantes? Comment intégrer le temps long des impacts, les impacts non quantifiables, ressentis, perceptions, etc. Quelles implications des SHS au sens anthropologie, psychologie, ethnologie? Ok, ben ça se recoupe peut-être un petit peu avec Bah, la question de Raphaël. Effectivement, la question du coup du non-agir, elle est très intéressante et a priori très importante. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Généralement, il est possible de fonctionner par scénario. Notamment si on fait si on a une logique prospective, par exemple, si on essaie d'anticiper sur les résultats d'une politique, ben, on a toujours le scénario baseline ou au fil de l'eau en français, qui nous dit ben voilà si on fait rien, voilà la trajectoire, et puis si on fait quelque chose, voilà la trajectoire anticipée. Après c'est très difficile. euh, on aurait toujours tendance à monétariser les choses et je vais pas aller contre ça puisque je suis économiste. Donc c'est un peu notre fond de commerce, la monétarisation des différentes externalités. Nous ce qu'on fait, enfin la meilleure méthode hein, ou peut-être la moins pire, je dirais, c'est de passer par les prix immobiliers. A priori, hein, les prix immobiliers ont ou fonciers ont une très grande sensibilité aux externalités, positives ou négatives. Donc, a priori, on peut les détecter par ce biais-là. Hein, des externalités, par définition, c'est des choses qui ne sont pas mesurables puisqu'elles sont ce qu'on appelle hors marché. Hein, il n'y a pas une offre et une demande pour de l'air pur ou pour des arbres sur l'espace public. Donc, comme elles échappent au marché, elles sont incommensurables et donc on les mesure par ce biais détourné des prix immobiliers qui est quand même peut-être la moins pire des méthodes. Le problème, c'est quand on a des petits territoires, quand on a des externalités qui ont une influence très limitée sur le territoire, puisque là, on n'aura pas assez de données finalement, hein, donc, quand on regarde l'intégration dans les prix immobiliers, on travaille sur les transactions, et donc on n'aura pas forcément assez de transactions dans la zone qui nous intéresse, et donc là, on peut pas dire grand-chose. Donc on est obligé de basculer sur des choses plus qualitatives ici. Et Guillaume, pour réagir à ce que tu évoques, tu considères que donc l'indicateur de prix immobilier peut participer ou même est l'indicateur privilégié sur l'efficacité des politiques de transition? Alors sur certaines politiques de transition, effectivement, Euh, tout simplement parce que en fait les effets qu'on n'arrive pas à mesurer, notamment du type externalité, euh, on va pouvoir les retrouver capitalisés, en fait intégrés dans les prix immobiliers. Ok. Parce qu'il y a des effets qui sont déjà à l'œuvre, mais qui n'ont pas d'impact sur le prix immobilier aujourd'hui. Ah oui, bien Je sûr, oui, sais pas, oui. la santé est sans doute le sujet où les impacts sont le moins palpables aujourd'hui, mais ils sont quantifiables économiquement. Impact sur la santé, impact sur le bien-être, des choses comme ça qui sont effectivement beaucoup plus, enfin qui peut-être échappent à la logique prix immobilier. Euh,
et qui sont effectivement difficiles à mesurer, surtout à toute petite échelle, quoi. Et Par exemple, la végétalisation des cours d'école, on a beaucoup de mal, en fait, à mesurer les effets de cette politique. On se alors, doute que c'est bien, mais alors que ça participe pleinement à petite échelle, mais ça participe pleinement à la transition, parce que absolument. si c'est bien fait, ça permet d'être plus raccordé à des réseaux publics qui ont un coût, ça permet de réduire l'utilisation de clim dans quelques années et donc des installations et donc des coûts publics, ainsi de suite. Et ça aura zéro impact sur les prix immobiliers. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je dis pas que les prix immobiliers sont la sorte de martingale pour Bien évaluer sûr, tout type de politique, hein, on est d'accord. je m'interroge, c'est bien pour nous de lever la tête un peu du terrain parfois. Ouais, ouais, mais En revanche, pardon, juste pour réagir, une école où on a des problématiques de surchauffe climatique à plus 35 degrés dès le mois de juin, en tant que parent, on va y regarder peut-être à deux fois avant de choisir le lieu où on désire être. Donc, ça peut certainement avoir un impact quand les personnes ont la possibilité de choisir leur lieu de vie. Où est-ce que nos enfants vont pouvoir le mieux grandir, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire le square. Et aujourd'hui, on le voit dès le mois de mai, il fait dans certaines écoles entre 35 et 40 degrés, et c'est insupportable. Et là, ça rejoint la question où est-ce qu'on fait, c'est la Banque des territoires qui propose les diagnostics en lien avec la surchauffe dans les écoles, c'est le fonds vert, donc on revient sur les politiques publiques qui peuvent agir sur ces circonstances avec les écoles, par exemple. Voilà. Alors oui, on a dépassé un petit peu, effectivement, Laetitia. Et bon, on a le temps pour ta question, ça fait longtemps que tu as levé la main, donc bien sûr. Oui, non, j'avais une petite question, remarque par rapport à un aspect qui a été abordé notamment par Jonathan sur la question de la temporalité de l'évaluation. Dans le plan climat, effectivement, l'évaluation réglementaire tous les 3 ans, on se rend bien compte que c'est à une échelle temporelle bien trop courte pour avoir des effets significatifs, que ce soit en termes de consommation énergétique ou en termes de réduction des gaz à effet de serre. Souvent, les indicateurs qu'on a, même au niveau sectoriel, c'est quand même assez faible et pas très parlant après dans les rapports d'évaluation de mi-parcours. Et donc pour voir côté Guillaume, côté recherche, est-ce que sur les méthodes d'évaluation, il y a une façon de déterminer la temporalité idoine pour une politique publique pour l'évaluer, voilà. Euh, Excellente question. Excellente question. Je crois pas qu'il y ait vraiment de temporalité optimale pour évaluer les effets. Et ça rejoint d'ailleurs, je vois une question, comment intégrer le temps long des impacts, la question d'Elsa là sur le chat. Euh, je crois pas qu'il y ait vraiment de temporalité optimale pour évaluer les effets. Il y a forcément un temps d'attente qui est peut-être nécessaire pour commencer à voir les effets d'une politique. Politique de mobilité, par exemple, on sait bien que c'est pas, on construit, on met en place une piste cyclable. Bon, bah, c'est pas immédiat que tout le monde l'utilise, etc. Après, la temporalité, elle se règle souvent d'elle-même puisque c'est les élus qui se lèvent un matin en se disant, tiens, je vais évaluer ma politique, etc. Ou la réglementation, pour le coup, plus la Ou réglementation la qu'elle dit. Ouais. réglementation, effectivement, voilà, évaluation à mi-parcours, évaluation à la fin. Moi, je trouve que, par exemple, pour un PCAET, une évaluation à 3 ans, c'est quand même assez court. Effectivement, c'est des effets quand même qui ont tendance à s'étaler un petit peu dans le temps. Est-ce qu'on voit vraiment au bout de 3 ans les effets les effets de ce qui a été mis en place? Bah, je sais pas, ça dépend de pas mal de choses. Voilà ce que je peux répondre. Et bah, comment intégrer le temps long des impacts? Bah, là, on revient encore sur la question de quelles mesures, quels indicateurs, etc. Euh,
On sait bien que une politique peut avoir des effets à court terme qui sont différents des effets à long terme. Je pense je pense aux ZFE par exemple, hein, zones à faible émission, donc qui consiste à interdire la circulation aux véhicules les plus polluants. Euh, on sait qu'on va avoir des effets à court terme de report sur d'autres modes de transport éventuellement. Mais à long terme, on va plutôt avoir un effet du type changement de parc. Donc, évidemment, si on fait une évaluation où à très court terme, on essaie de voir le changement du parc, on verra rien. Il faut attendre évidemment plusieurs années pour ça. Alors que si on veut faire une évaluation à court terme, il faut plutôt se concentrer sur le partage modal, l'utilisation des modes alternatifs, etc. Et j'avais juste une deuxième plus remarque sur le budget vert qui a été évoqué tout à l'heure. Donc la classification des dépenses de la collectivité comme favorable ou non au climat, classée verte, brune, mixte, etc. Où en fait c'est une évaluation ex post basée sur les comptes administratifs à N-1. Et donc de plus en plus de collectivités se sont rendues compte que c'était limité comme outil de pilotage et préfèrent maintenant d'autant plus se concentrer sur les programmations pluriannuel d'investissement aligné sur les objectifs climat de la collectivité. Voilà, c'était juste une remarque vu que ça a été évoqué. Oui, donc là aussi, on rencontre des problèmes de mesure hein, dans ces annexes environnementales, dans ces budgets verts. Puisqu'il y a certaines dépenses d'investissement. Alors de mémoire, Bordeaux Métropole avait fait l'exercice, je crois qu'ils ont vu 40% des dépenses d'investissement qu'ils ne savent pas classer. Ils savent pas si c'est favorable ou pas favorable à la transition. Par exemple, la métropole a construit un pont. Un pont qui est transition compatible, si je puis dire, puisqu'on a prévu des voies très larges pour les bus, et même un franchissement piéton, des voies cyclables, etc. Donc, plutôt favorable à la transition. En même temps, un pont, ça veut dire peut-être production, enfin plus de trafic, notamment plus de trafic automobile. Ça veut dire aussi de la production de béton, etc. Bon, donc non favorable à la transition. Alors, faire la balance entre les deux, c'est quand même très compliqué et de dire voilà cet investissement a été favorable ou pas, on sait pas trop. Oui, elle est assez simpliste dans la façon de classifier les investissements. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, je sais plus pourquoi, mais tu disais la méthode la moins pire. Je trouve que ça a une manière, ça a un caractère quand même de se poser la question et de prendre du recul sur est-ce que cet investissement participe réellement ou non à la transition. Ou sinon, l'évaluation, elle est souvent et bien trop souvent sectorielle, sans se questionner sur les autres rapports. Bien, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là, je suis vraiment désolé, mais c'est hyper intéressant. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, c'est très riche. Et merci beaucoup pour vos présentations, Guillaume et Jonathan. Et du coup, vous pouvez retrouver la rediffusion de ce webinaire sur la page YouTube du PEPR-VDBI. Ça sera en ligne très bientôt. Et voilà, je vous remercie à toutes et tous. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci Gabriel, merci à toutes et tous. Merci. Merci. Merci, bonne journée à tous. C'est bien. Au Au revoir. revoir. Au revoir.